Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce lundi 16 avril. La Côte d'Ivoire et le Koweït totalisent 25 années de relations diplomatiques, une coopération qui devrait se renforcer à l'occasion de la visite officielle de 72 heures que le président Alassane Ouattara a entamée dans ce pays du Golfe Persique. Le vice-président ivoirien Daniel Grablon-Duncan a lancé les travaux de la première mine de bauxite près de Bongouanou dans la région du Moronou. Les réserves sont estimées à près de 35 millions de tonnes. C'est un projet qui va générer 243 emplois dans sa première phase. Intoxication alimentaire à Séguéla dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. 7 membres d'une même famille ont trouvé la mort. Ils avaient tous consommé de la semoule de maïs communément appelée kabato, contaminée par des herbicides. 3 jours après les frappes françaises en Syrie, le Premier ministre Édouard Philippe a expliqué ce lundi les motifs de cette intervention militaire devant le Parlement, comme le requiert la Constitution. Bienvenue dans ce journal de 20 h. Le président Alassane Ouattara est au Koweït pour une visite officielle de 72 heures. La Côte d'Ivoire et le Koweït entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993. Déjà plusieurs accords à l'actif de ces deux États et la coopération devrait se renforcer davantage à l'occasion de cette visite officielle. Abiba Dambélé Saoué, envoyé spécial au Koweït. La Côte d'Ivoire et le Koweït entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993. Les deux pays coopèrent également au sein de l'Organisation de la coopération islamique et de la Banque islamique de développement. Les échanges commerciaux globaux entre la Côte d'Ivoire et le Koweït sont faibles et se caractérisent par la prépondérance des importations ivoiriennes. Ainsi, de 2012 à 2017, la balance commerciale est déficitaire pour la Côte d'Ivoire. Les exportations ivoiriennes à destination du Koweït sont essentiellement constituées des produits de l'industrie du bois et du caoutchouc. Et les importations ivoiriennes en provenance du Koweït sont essentiellement constituées de matières plastiques et d'ouvrages en fer, en fonte et en acier. Le cadre juridique de la coopération entre les deux États est constitué des différents accords sectoriels signés pour le financement de projets spécifiques à travers le Fonds koweïtien. L'année 1999 a vu la signature du premier accord de financement en faveur des projets agricoles. Plusieurs autres accords sont intervenus en 2010, 2013, 2014 et 2015 pour les secteurs des infrastructures routières et de l'hydraulique. On peut citer pêle-mêle le projet de la vallée du Nzi d'une valeur de 5 milliards de francs, le financement partiel de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro à raison de 5 milliards de francs et le financement de la route Bouna-Doropo-Burkina Faso d'un montant de 10 milliards de nos francs. Le niveau de la coopération économique est en deçà des potentialités, d'où la nécessité d'examiner de nouveaux accords, de renforcer la coopération entre les deux États, d'encourager la prise de participation du Fonds souverain koweïtien dans le financement des projets de développement en Côte d'Ivoire. Et la visite officielle du président Alassane Ouattara arrive à point nommé pour intensifier les relations entre la Côte d'Ivoire et le Koweït, pays influent dans la région du Golfe, dont le système politique, à la fois monarchique et parlementaire, est l'un des plus démocratiques. Pays rentier dont les réserves en hydrocarbures constituent les 5e réserves au monde et représentent pour plus de 60% de son produit intérieur brut. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont faibles. De 2012 à 2017, la balance commerciale est déficitaire pour la Côte d'Ivoire. Elle est passée de 3 977 millions à 2 264 millions de francs CFA. Le Koweït est un petit pays par sa superficie, mais une attraction pour des milliers de candidats à l'immigration, en raison notamment des nombreuses ressources pétrolières dont regorge le pays. Et parmi les candidats à l'aventure koweïtienne, des Ivoiriens, que font-ils une fois sur place? Quelles difficultés rencontrent-ils? Des réponses dans le dossier signé Michel Digré. Le Koweït, petit État de 17 818 km² dans le Moyen-Orient. La production pétrolière s'élève à 2,87 millions de barils par jour, le PIB par habitant dépassant les 13 millions de francs CFA. Le pays fait rêver et attire les candidats à l'immigration. Sur les 4,2 millions d'habitants, environ 3 millions sont des étrangers, parmi eux
un peu plus de 500 Ivoiriens. Djibril réside au Koweït depuis une dizaine d'années. Après plusieurs séjours passés dans ce pays, il décide de s'y installer en 2008. Il travaille dans le domaine de la maintenance électronique. Il faut dire que j'avais été logé une fois dans un hôtel où ils avaient un problème technique. Donc j'étais là et comme il n'y avait pas de technicien pour régler le problème, c'était dans la chambre où j'étais. Et moi j'ai réglé le problème. Donc après ça, bon, ça a surpris le gérant. Et je lui ai dit non, je suis technicien, que c'est mon domaine d'activité. Et c'est comme ça finalement on a pris contact, quoi. L'entreprise emploie environ 750 agents, tous des étrangers, qui essaient d'attirer au Koweït leurs compatriotes restés au pays. Quand on sait qu'il y a un poste qui est vacant, bien quand il y a une demande, on essaie d'expliquer au pays, par exemple. Si on a quelqu'un sur la place qui peut faire le boulot, il vient et puis le fait. Plusieurs Ivoiriens ont immigré au Koweït par ce système d'entraide. Au quartier Gabrila, nous rencontrons Rachel. Bonjour, c'est le salon de coiffure pour femmes. Les femmes koweïtiennes aiment beaucoup se rendre belles, mettre vernis, elles mettent même les extensions, les perruques et des tissages aussi. En tout cas, elles font tout comme l'Afrique. Arrivée au Koweït en 2013 comme fille de ménage, c'est finalement dans la coiffure qu'elle s'est reconvertie. Quand tu viens en tant qu'une coiffeuse, c'est très bien, je ne peux pas le mentir, c'est très bien. Puis ça paye très bien aussi. Nous retrouvons Djibril à sa descente du boulot. Pour rentrer ce soir à la maison, il sollicite les services de Haruna, ivoirien, chauffeur au Koweït. Je suis arrivé ici par des réseaux, des gens qui traitent avec nos frères, nos sœurs en Afrique. Je travaille. Bon, par la grâce du bon Dieu, ça va, il ne me plaint pas. Toutefois, cette insertion ne s'est pas faite sans douleur. Ici, avant de venir, nos frères ou ceux qui traitent avec des Arabes qui sont au pays ne disent pas la vérité aux gens. Tu vois. Moi, comme ça, ils m'ont dit qu'ils seraient venus ici, ils vont me payer à moins 250 dinars. Moi, j'ai payé beaucoup Vénitiens. Ils vont me payer à 250 dinars. Mais arrivé ici, j'ai vu que c'est le contraire. Haruna n'est pas le seul à avoir été roulé dans la farine par des entremetteurs. Pour preuve, Djibril héberge chez lui des Ivoiriennes en situation de difficulté. Malheureusement, bon, elles n'ont pas pu bien s'entendre avec leurs différents patrons. Et puis, par personne interposée, d'autres ont eu mon contact. Elles m'ont appelé parce qu'arrivé à un moment, certaines se sont retrouvées dans la rue. Il fallait quand même trouver un abri quelque part. Elles m'ont appelé. Et puis, bon, j'essaie de les récupérer, j'essaie de les aider. C'est une femme qui m'a contacté, elle m'a dit, si tu viens, ils vont te payer à 250 000 francs. Donc, moi aussi, j'ai pris courage, je suis venue ici, j'ai vu que ce n'était pas la vérité. On me payait à 170 dinars, ça ne vaut même pas 150 000. Je ne sais pas pour les autres, mais vraiment, je ne me sens pas en l'aise ici. Vraiment, je ne me sens pas en l'aise. Désillusion, découragement, ce sont les mêmes sentiments qui animent Adama, ancien étudiant en communication politique à l'université de Cocody et passionné de football. J'ai pris mon vol au Mali et on est rentré ici aux environs de 3 h du matin. Le monsieur qui est venu nous chercher nous a dit qu'on doit travailler dans un jardin. Moi j'ai dit quoi? Il dit oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit au pays? J'ai dit que moi je suis venu pour le football. Mais voici ce qu'on m'a dit. Je suis rentré dans les détails pour expliquer. Et ils m'ont dit, c'est pas comme ça, c'est pas la réalité. Après plus d'une année passée dans les champs, Adama ne souhaite qu'une seule chose. C'est pas un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je dois être dans mon pays, servir mon pays à partir de ce que j'ai appris. En face de Adama, Larissa, nounou dans une famille koweïtienne. Après des débuts difficiles, elle s'adapte progressivement. Quand tu viens d'un pays, ton début est très difficile. Et puis ton début, c'est un sacrifice. Au fur et à mesure que tu fais les 2 mois, les 3 mois, les 4 mois, tu commences à t'habituer et puis mais ça passe. Larissa entend vivre son rêve koweïtien jusqu'au bout. Si je m'occupe bien des enfants, je vais m'attendre avec cette famille. Donc j'ai pris les enfants comme mes enfants. Je les aime. Même quand souvent même mon jour de repos, quand je viens à la maison, les enfants pleurent. Je m'en sors bien et puis ça passe.
Sinon, pour le moment, là, je ne suis pas prête pour rentrer au pays parce que je n'ai pas encore... Mon compte n'est pas encore rempli. À quelques encablures de là, nous retrouvons un footballeur professionnel ivoirien, Djouma Saïd. Lui a une intégration plus que réussie. Fer de lance du club Al Koweït, ce soir, il joue contre l'équipe Qadissia où évolue un autre Ivoirien. Lassina Diaby, c'est un pote. Voilà, on a fait l'Espérance de Tunis ensemble. Donc, maintenant, on joue ce soir. C'est comment, tu as peur? Non, je n'ai pas peur. Hein? Ouais, ça allait vite. Hein? C'est la deuxième année de Djouma Saïd dans ce club. Mais déjà 5 trophées à son actif. Dans les tribunes, Djouma peut bénéficier du soutien de ses compatriotes. Sur la pelouse, le joueur fait feu de tout bois pour pousser son équipe à la victoire. Des efforts récompensés à la dernière minute. On était déjà champion, mais voilà, quand c'est un derby quand ça se joue, il faut gagner. Donc voilà, on a gagné, c'est le plus important. Ouais, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire qui gagne au Koweït avec pour chacun des fortunes diverses. Entre joie et peine, dans tous les cas, le pays continue de faire rêver plus d'eux. Ici, en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablon-Duncan a lancé les travaux de la première mine de bauxite près de Bongouanou, c'est dans la région du Moronou. Les réserves sont estimées à près de 35 millions de tonnes et c'est un projet qui va générer 243 emplois dans sa première phase. Mahama Traoré. Pour le village de Bénéné, situé à 223 km d'Abidjan, l'espoir de développement est nourri par ce coup de pioche. Celui qui lance les travaux du projet Liseta, nom de la première mine de bauxite en Côte d'Ivoire. Les réserves de minerais découvertes dans cette forêt de Bénéné, département de Bongouanou, sont estimées à environ 35 millions de tonnes de bauxite brut pour la fabrication de l'aluminium. Le gisement sera mis en valeur par l'entreprise Lagune Exploitation Bongouanou pour une durée de 20 ans. Ce projet va générer 743 emplois directs et 2500 emplois indirects au cours des 2 premières phases de l'évolution du projet. En termes de ressources financières, pour le développement régional du Moronou, seulement pour la première phase, il est prévu 9 milliards de francs qui seront engagés tout juste pour la communauté du Moronou. Immédiatement exploitable, la mine de Bénéné prévoit de produire 750 000 tonnes de bauxite brut par an. Elle se développera en 3 phases pour un investissement global de 218 milliards de francs CFA. Pour le ministre des Mines et de l'Industrie, le projet Liseta symbolise la vitalité du secteur minier ivoirien. Le secteur minier a enregistré à fin 2017 164 permis de recherche minière et 14 permis d'exploitation minière industrielle en cours de validité. Ces permis concernent toutes les substances minérales avec une dominance pour l'or. Le vice-président Daniel Kablon-Duncan rassure les populations de Bénéné. Le gouvernement fera tout pour la réussite du projet Liseta. L'étude d'impact environnemental et social validée par le ministère chargé de l'environnement prend en compte les légitimes préoccupations des populations relatives à un cadre de vie sain. Il est fait obligation à la compagnie exploitation de respecter scrupuleusement les prescriptions environnementales et de préserver la qualité de l'air, des eaux, des sols et de la flore. Le gouvernement se tient donc à vos côtés et veillera au strict respect de ces obligations qui sont le préalable au bien-être de nos concitoyens. Je souhaite vivement que la mine de bauxite de Bénéné procure à ces généreuses régions du Moronou et à ces braves populations le bien-être et le bonheur espérés par toutes et par tous. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 11 mines en exploitation, dont 6 pour l'or, 4 pour le manganèse et 1 pour le nickel. Et nous vous proposons des réactions recueillies sur place après le lancement officiel des travaux. Créer une cité, cité des cadres, cité des ouvriers, une ville nouvelle. Créer totalement une ville nouvelle dans le Moronou. C'est extraordinaire. C'est vraiment la renaissance du Moronou. Un grand espoir et nous souhaitons que tout cela puisse se réaliser. La boucle du cacao, c'était le Moronou à l'époque. Et si ce projet peut permettre aux parents et aux enfants, aux jeunes,
à la jeune génération de s'oublier un peu. Ce n'est que la bienvenue, je remercie le Seigneur. C'est un projet qui arrive à point nommé et qui va nous permettre d'améliorer la situation économique de la région et de sortir les jeunes du chômage et de lutter efficacement contre la pauvreté dans le Moronou. 298 stagiaires, dont 15 femmes, font leur entrée dans la famille de la gendarmerie nationale ivoirienne. Ils ont été présentés au drapeau ce matin, une étape qui marque la fin de 3 mois de formation commune de base, une période où les recrues apprennent les rudiments de la vie militaire. Abou Sanogo. Depuis leur arrivée au sein de l'école de gendarmerie d'Abidjan, ces jeunes stagiaires n'avaient pris part à aucune activité officielle, encore moins à une cérémonie aux couleurs. Aujourd'hui jugés aptes par leur maître, et ils vont désormais pouvoir se montrer au grand jour. Cette cérémonie représente une étape importante dans la carrière de ces 298 stagiaires, dont 15 stagiaires féminins, sous-officiers de première année de la promotion 2017-2019, dans la mesure où elles consacrent leur entrée effective dans la grande famille de la gendarmerie nationale. Leur présentation au drapeau marque la fin de leur formation commune de base, FCB, phase d'initiation pendant laquelle leur sont inculquées les notions élémentaires de la vie militaire que sont le savoir-être et le savoir-faire, qui font la spécificité du métier des armes. Ils ont été invités à la loyauté et à la défense du drapeau national par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, qui leur a rappelé leur devoir de probité et de rigueur professionnelle. Élèves sous-officiers de première année, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression, et ce jusqu'au sacrifice suprême. Ne le perdez jamais de vue. Une étape de votre formation vient de s'achever. Une autre aussi importante qu'exaltante va s'ouvrir, celle de la consolidation des premières connaissances et du véritable apprentissage du métier de gendarme. Vous devez faire preuve de ténacité et de constance. Désormais jugés aptes à intégrer les rangs de l'armée, ces nouveaux militaires ont exécuté leur premier défilé. Le gouvernement du Japon s'est engagé dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine en Afrique. La Côte d'Ivoire et les États membres du G5 Sahel bénéficient d'un appui budgétaire de plus de 500 millions de francs CFA. Un financement destiné également à la formation des formateurs au profit des fonctionnaires de police chargés de la gestion des frontières. L'Organisation internationale pour les migrations est chargée de l'exécution de ce programme. Demain, mardi 17 avril, le marché de gros de la ville de Bouaké sera fermé toute la journée. Le corps préfectoral veut trouver une solution définitive à l'insécurité qui a gagné cet espace commercial ces derniers mois, avec à la clé 3 braquages et 84 millions de francs CFA emportés. Kader Sogodogo. En l'espace de 2 mois, 3 braquages. Le préjudice est énorme. Il faut compter 84 millions de francs CFA. Face à cette insécurité galopante, le corps préfectoral monte au créneau à Bouaké. Un dialogue doit être mené avec les opérateurs économiques. À cet effet, le marché de gros de Bouaké sera fermé le 17 avril 2018 pour faciliter les échanges. 84 millions emportés par des bandits, nous disons trop, c'est trop. Donc il faut que demain chacun soit là pour écouter le message, les dispositions que nous allons prendre pour éviter qu'il y ait de nouveaux braquages à Bouaké. Aujourd'hui, nous observons sur le territoire national, au niveau de la sécurité, que tout va, le pays se porte bien. Et ça a Bouaké, chaque fois, on entend des braquages. Alors nous avons pris, avec les forces de défense et de sécurité, nous avons mis un dispositif en place que nous allons communiquer aux opérateurs économiques demain. En cette période de l'année, le marché de gros est sujet à de nombreux échanges liés au commerce de l'anacade. Et l'argent circule, d'où l'accord des opérateurs économiques pour la fermeture du marché. Nous sommes d'accord pour la fermeture du marché, pour trouver une solution au problème. Ce n'est pas un problème qui concerne le marché de gros seul, c'est pour la ville de Bouaké et la région. Comme ils le disent, l'insécurité. Ce n'est pas pour Bouaké seul, nous soutenons sa décision. Le mode opératoire des gangsters est connu. 2 individus à moto armés d'une Kalachnikov
qui ouvrent le feu avant de déposséder leurs victimes, qui, à chaque fois, reviennent de la banque. Dans le domaine des médias, les 8 pays membres de l'UEMOA et la Guinée sont à Abidjan. Il s'agit pour ces pays réunis au sein de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de mutualiser leurs connaissances afin d'accélérer le processus de migration de leur pays vers la TNT. Grâce Kando. Déploiement de la télévision numérique terrestre TNT, le sujet réunit la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée. Cette rencontre régionale sera l'occasion de faire l'état des lieux du passage à la télévision numérique terrestre dans les pays francophones de la sous-région et faire des recommandations pour accélérer la migration avant l'échéance du 17 juin 2020. Ce séminaire est aussi le lieu de rappeler le rôle et l'implication des institutions de régulation dans le processus. Selon le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en Côte d'Ivoire, Ibrahim Sissavané, cette rencontre de 2 jours va permettre aux experts et responsables de ce projet de situer les enjeux et les progrès réalisés de la TNT. Intoxication alimentaire à Séguéla dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. 7 membres d'une même famille ont trouvé la mort dans le village de Nandala. Ils avaient tous consommé de la semoule de maïs communément appelée kabato, contaminée par des herbicides. Ngana Konaté. Le drame a jeté la consternation au sein des populations du village de Nandala, dans la sous-préfecture de Douala, département de Séguéla. Une famille burkinabé a perdu 7 de ses membres. Ils sont décédés suite à une intoxication alimentaire. Bakayoko Massé est le tuteur de la famille qui a vécu le drame. Le jour où le drame s'est passé, le petit frère même qui est tombé le premier est venu me voir et m'a salué. Maintenant, quand moi je suis parti à la maison, avec le collègue qu'il était, est venu me voir à la maison. Il dit, il faut aller chez tes étrangers. Vraiment, ça va pas, c'est le jeune frère. Je suis parti, il saigne, pardon, il crache, le crachat blanc et puis il fait des vomissements. Bon, on l'a pris maintenant pour aller à l'hôpital à Douala. Maintenant, il est parti prendre ma moto pour le suivre. Et ce jeune frère allait me voir encore pour dire que sa fille est tombée. Je suis venu encore, c'est les mêmes choses qui se répètent. Donc, je vais prendre ma moto encore, les femmes, ainsi de suite, et tous sont passés par Douala. Et de Douala maintenant, le docteur a dit de bon, les avoir à Séguéla. C'est de Séguéla maintenant où tous ces morts-là se sont produits. Jean-Ferdinand Dofou, sous-préfet de Douala, venu apporter la compassion et le réconfort du gouvernement, a expliqué la cause de l'intoxication alimentaire. C'est ici qu'habitait la famille Savadogo. Par inadvertance, ils ont utilisé les produits phytosanitaires et l'utilisation étant mal faite, ça s'est retrouvé dans les plats qu'ils ont consommés. Malheureusement, toute la famille est partie. Les cas d'intoxication alimentaire sont fréquents à l'intérieur du pays. Le sous-préfet de Douala, une équipe sanitaire ont sensibilisé la communauté villageoise à l'utilisation correcte des produits phytosanitaires. Dans l'actualité politique, les jeudis du RHDP, une tribune d'échange entre les personnalités membres du RHDP et les militants. Après 2 numéros, la secrétaire générale du RHDP chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement revient sur tout l'intérêt de ce cadre d'expression. Moussa Konaté. Les jeudis du RHDP, une lucane pour mettre en lumière les actions du gouvernement. Lancée en mars dernier, cette tribune d'information et d'échange a reçu Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, et Esmel Essis, le directeur général du CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'initiatrice Anne-Désirée Ouloto, la secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, se félicite de ce cadre d'expression dédié aux personnalités politiques et administratives. Nous avons pensé qu'il était bon d'offrir aux décideurs et dirigeants membres des partis du RHDP une tribune qui serait la leur pour informer et promouvoir les actions du gouvernement. Lorsque vous regardez aujourd'hui toutes les entités administratives de la Côte d'Ivoire, vous avez des cadres à la tâche. Et ces derniers devraient pouvoir se rendre disponibles pour animer justement
cette tribune afin d'expliquer aux Ivoiriens, mais également d'écouter les préoccupations des Ivoiriens. Les jeudis du RHDP sont prévus se tenir tous les derniers jeudis du mois. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est aussi attendu à cette tribune pour se prononcer sur le thème « Gouvernance RHDP, 7 ans après, où en sommes-nous » La secrétaire générale des sections du PDCI dans le Gontougo appelle à la cohésion et salue la dernière rencontre entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Franck Quadio. Marquons notre adhésion totale au communiqué final de ce tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et son aîné, le président Henri Konan Bédié. Une motion de soutien des secrétaires généraux de section du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI du Gontougo au président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, figure de proue du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, qui ont le 10 avril dernier réaffirmé à travers une rencontre le désir d'entrevoir ensemble les prochaines batailles pour le développement de la Côte d'Ivoire, mettant ainsi fin à toute incompréhension et débat interne au sein des familles du PDCI et du RDR Rassemblement des Républicains. Dans la salle de la permanence du PDCI de Bondoukou, échange dans un cadre restreint uniquement entre secrétaires de section, mais aussi leaders de jeunesse et associations de femmes, tous venus des délégations régionales de Bondoukou, de Tanda, de Kounfao et de Transua à Suefri. Une rencontre surtout pour mettre ces derniers en mission. Aujourd'hui, chaque secrétaire général de section doit aller sur le terrain et dire à nos parents que le PDCI est uni. Et le PDCI, grâce au président Henri Konan Bédié et à ses fils, et surtout, sans oublier le ministre Kobena Kwasi Adjomani, qui est notre leader, notre seul leader de la région. Vous savez, en matière de divergence, ça laisse des séquelles. Mais si déjà les deux présidents ont parlé le même langage, nous, en tant que secrétaire de section, nous ne serons que vraiment soulagés. Et c'est là qui fait l'esprit de force du parti. Mais pour mieux consolider la paix au sein du parti dans la région, un appel à la cohésion entre forces vives, mais surtout un soutien à Kobena Kwasi Adjomani, porte-parole du PDCI, mais aussi du RHDP pour ses efforts en faveur de la paix dans la région. Nous sommes arrivés au niveau de la région déjà un peu divisés, mais par la grâce de Dieu, les uns et les autres cadres ont bien compris. Ils sont en train de s'unir autour du ministre Adjomani. C'est en cela que je dis merci à l'honorable Yeboah Sévérin qui n'a aménagé aucun effort de revenir aux côtés de son frère pour tenir le combat. Nous sommes fortes. Nous voulons que le PDCI aille de l'avant, non pas derrière. L'union entre militants dans le Gontougo à partir de Bondoukou, un appel à relayer partout selon les participants. Le festival de musique urbaine d'Anoumabo FEMUA, la fondation Magic System a signé une convention de partenariat avec le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il est question d'apporter un appui à ce festival qui fait connaître la Côte d'Ivoire dans le monde entier. L'actualité internationale, en bref, nous amène ce lundi en Turquie, aux Nations Unies et aussi au Mali, où une attaque terroriste a fait un mort parmi les forces de l'ONU en fin de semaine. Alexis Ouedraogo. Des attaques ont été lancées en fin de semaine contre un complexe de la mission de l'ONU et une base de l'armée française à Tombouctou. Des tirs de roquettes, des assaillants déguisés en casque bleu, montés à bord de véhicules piégés, des échanges de coups de feu. Les camps de la mission onusienne MINUSMA et de la force française Barkhane à Tombouctou étaient la cible samedi de cette attaque qui a fait au moins un mort et une vingtaine de blessés. Le procès d'un pasteur américain accusé d'activités terroristes et dont la détention en Turquie depuis 1 an et demi alimente les tensions entre Ankara et Washington s'ouvre ce lundi dans l'ouest de la Turquie. Andrew Brunson, qui dirigeait avec son épouse une église protestante à Izmir dans l'ouest, a été arrêté par les autorités turques en octobre 2016 et maintenu en détention. Il est accusé d'avoir agi pour le compte du réseau du prédicateur Fethullah Gülen, à qui Ankara impute le putsch manqué de juillet 2016. Les débats sans vote au Parlement lundi ont confirmé les divisions politiques sur l'intervention française en Syrie. Devant un hémicycle clairsemé particulièrement à droite, Édouard Philippe a repris l'argumentation utilisée dimanche par Emmanuel Macron, qui a longuement justifié sa décision de frapper des sites de production d'armes chimiques du régime Bachar al-Assad.
Le chef de file des députés LR, Christian Jacob, a regretté que l'on ne travaille pas à une solution partagée avec la Russie, sans laquelle rien ne se ferait en Syrie. Voilà pour l'actualité internationale. En bref, à Abidjan, après l'avant-première et une sortie au cinéma couronnée de succès, retrouvée sur les antennes de RTI 1, Abidjan quand la ville se révèle, le premier film documentaire produit par la RTI sur la ville d'Abidjan. Ce sera tous les lundis du 9 au 30 avril à partir de 20h50. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous et à demain 20h sur RTI 1.